Juste dire bonjour. Ah bah, il y a tous nos dirigeants qui sont là. Salut Christophe. Salut Bruno. Salut Christophe. Bonjour. On vous dit bonjour, puis on coupe la caméra et on vous écoute. Ah, Raoul? William est là. Oh, il y a 24 personnes en plus. Il y a Mathieu. Parfait. Eh ben, je vous propose de tous bien couper vos micros et qu'on puisse commencer la présentation. Donc, on estime un peu plus d'une heure pour le webinaire de cet après-midi, avec d'abord des interventions du groupe, et on sera suivi par un intervenant extérieur qui présentera la marque Végétal Local. Donc bienvenue à tous, l'objectif c'est de parler des végétaux locaux au sens large, pas simplement de cette marque justement, de vous présenter les avantages d'utiliser des végétaux locaux, des difficultés aussi, de la réalité des marchés, des retours d'expérience par des personnes qui sont dans le cœur du sujet depuis un certain temps. Et on va commencer par les avantages théoriques à l'utilisation. Quel est l'intérêt sur le fond d'utiliser des végétaux locaux? Ensuite, Benjamin, Guillaume puis Bruno présenteront des solutions. Benoît fera un zoom sur le marché, les réalités de marché aujourd'hui, l'offre et la demande. Et ensuite, donc, Damien Provandier, intervenant extérieur, nous présentera cette marque, ce label de l'OFB, après qu'on ait eu des échanges en interne. Et donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre la parole, à poser vos questions dans la conversation. L'idée, c'est que vous ne nous coupiez pas tout le temps, mais si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas. Jusqu'à présent, on a eu plutôt trop peu de remarques et d'interventions, donc surtout, n'hésitez vraiment pas à vous manifester et à nous couper. Et puis, si un jour, il y a trop de coupures, on fera des règles un peu différentes, mais pour le moment, ce n'est pas le cas, donc n'hésitez pas. Commençons donc par les avantages à utiliser des végétaux locaux, donc 5 points différents qui se complètent les uns les autres, qui font que c'est particulièrement utile dans les chantiers de paysage au sens large, éco-paysage et puis génie écologique aussi, de multiples avantages. D'abord, c'est l'adaptation aux conditions locales, puisque utiliser des végétaux locaux, c'est-à-dire des végétaux qui ont une génétique qui provient de l'environnement immédiat du site. Ça veut dire que ces végétaux, ils ont évolué pendant des centaines de milliers d'années et qu'ils sont adaptés en termes de climat et de sol aux conditions locales. Donc, si on les utilise, c'est naturellement de meilleures conditions de reprise. Ils sauront mieux résister aux aléas climatiques que des végétaux qui sont produits en Hollande ou en Italie. Ils auront un meilleur développement sur le long terme, une meilleure longévité. Donc tout ça, ça vous sera détaillé aussi par Benoît un peu plus tard. C'est des meilleures résistances par rapport à tout ce qui peut arriver en termes de maladies et de ravageurs. Et puis c'est aussi limiter le développement des indésirables et notamment des espèces invasives, parce que c'est des meilleurs taux de reprise, un meilleur taux de recouvrement à long terme, des espèces et des variétés qui sont mieux adaptées aux conditions locales et donc, en termes de concurrence, elles seront plus compétitives. Voilà, donc ça fait déjà pas mal. Point numéro 2, c'est cette diversité génétique qu'on va conserver. Et en fait, à long terme, à court terme, c'est s'adapter aux conditions locales. À long terme, c'est aussi conserver tout un tas de stratégies que ces végétaux ont intégrées dans leur matériel génétique. En mémoire, en fait, tous les aléas climatiques qui ont été rencontrés pendant les centaines de milliers d'années qui sont passées, comment ces espèces nous sont parvenues? Elles ont réussi à y résister, donc elles ont intégré dans leur matériel génétique la capacité à réagir à tous ces aléas. Autant les changements climatiques que diverses catastrophes, les incendies, les inondations, la sécheresse, etc. Et puis même les différentes pressions qu'elles peuvent rencontrer à cause de l'homme, qui pour une partie sont semblables aux pressions naturelles. Donc, ça permet cette diversité génétique de la conserver en utilisant les variétés locales. On participe à la conservation d'une meilleure génétique. Un patrimoine aussi, on peut le voir comme ça, c'est quelque chose qui nous est parvenu et qu'on peut contribuer à transmettre. Et puis c'est aussi lutter contre l'homogénéisation des milieux, ça c'est quand même une vraie difficulté avec la mondialisation au sens large. Les végétaux sont tous les mêmes, les variétés également, ce sont des clones qu'on retrouve partout en Europe et ça c'est quand même une vraie difficulté parce que c'est une moindre résistance à toutes
tous les aléas qu'on peut rencontrer. Donc à long terme, cet appauvrissement, c'est un affaiblissement général, hein, du milieu et de sa capacité à résister aux différentes pressions. Donc adaptation aux conditions locales, préservation de la diversité génétique, accueil de la biodiversité aussi, parce qu'on parlait de cette évolution pendant des centaines de milliers d'années, cette coévolution, parce que la plupart des espèces végétales ont besoin des espèces animales pour se reproduire, pour diffuser leurs graines, etc. Et cet accueil de la biodiversité, il se fait donc naturellement, c'est les partenaires des espèces végétales. C'est aussi les champignons, hein. Vous savez, je pense pour la plupart, hein, toutes les interactions qui peuvent avoir lieu au niveau racinaire entre les complexes de champignons et, et les végétaux, toute cette communication, ces échanges de nutriments, etc., d'eau aussi. Et donc, évidemment, avec des variétés et des types qui sont adaptés aux contextes locaux, qui ont évolué et qui sont habitués à interagir avec des champignons et des animaux locaux, ben on favorise tout un écosystème et on crée naturellement des complexes qui sont beaucoup plus robustes, capables d'intégrer des pressions plus importantes. Et puis source de nourriture aussi, bien sûr, hein, pour les différents animaux. Ça permet d'enrichir l'écosystème en accueillant davantage de biodiversité, en fournissant le gîte et le couvert, autant pour le nectar que le pollen et le matériel végétal, les fruits, etc. Et donc ces 3 premiers points, ils permettent, aussi tout simplement d'assurer un meilleur fonctionnement de l'écosystème avec davantage d'espèces, davantage de variétés, davantage de diversité végétale au sein des espèces et puis entre les espèces, et donc un fonctionnement à long terme qui est plus robuste, qui permet de rendre davantage de services écosystémiques, hein, au sens large, tout ce dont on dépend, l'eau, les vêtements, la nourriture, et cetera, avec un milieu et une diversité qui est améliorée, biodiversité renforcée, l'écosystème lui-même est plus résilient à long terme et il nous servira mieux, il sera plus capable de résister aux difficultés. Et puis comme on peut l'imaginer, c'est aussi moins de besoins, hein. Un écosystème qui fonctionne mieux, c'est moins d'intrants, il y a pas besoin de chimie, il y a moins besoin d'engrais, il y a moins besoin de pailler, enfin, moins besoin d'apporter d'eau. Les variétés locales sont plus résistantes et demandent moins de soins. Et puis pour finir, une dimension sociale, puisque travailler en local, c'est aussi favoriser les entreprises du territoire, c'est renforcer les liens avec les différents acteurs de ce maillage territorial. Donc c'est quand même un point qui est également essentiel. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie et les différents avantages des végétaux locaux? Est-ce que c'était clair ou est-ce que ça mérite des précisions? On passe au sujet suivant. Non? C'est clair, hein. Ouais, et ben je passe la main à Benjamin. Bah oui, merci à Thomas. toi. Bah, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de la restauration des prairies sauvages, notamment par plusieurs techniques, le brossage, le transfert de foin notamment. Donc, pour restaurer les prairies, la première étape, c'est d'identifier les éventuelles prairies sources. Donc là, il y a un travail de prospection dans un premier temps qui se fait à l'échelle du territoire, hein, par région. L'objectif, c'est de recenser les parcelles qui nous semblent bonnes justement à brosser dans le cadre de nos brossages de nos récoltes pour après réimplanter sur nos sites de nos clients. Donc après le recensement, il y a aussi toute la partie conventionnement, on n'en parle peut-être pas, mais des fois, on est obligé de conventionner avec les agriculteurs notamment, parce qu'ils peuvent avoir une perte d'exploitation, notamment au niveau du fourrage ou du foin. Donc l'objectif, c'est de pouvoir conventionner. La deuxième partie, donc, c'est le relevé botanique pour faire un inventaire précis en fait, des espèces présentes et s'assurer évidemment qu'il n'y a pas d'espèces exotiques envahissantes sur la prairie. Donc ces relevés, on peut essayer de les faire en interne, mais on peut aussi avoir des agences locales qui peuvent nous aider. En région parisienne, on l'a fait beaucoup avec le Conservatoire botanique, qui a déjà des relevés qui sont déjà établis parce qu'ils connaissent bien leur territoire. Donc ça peut être vraiment des maillons essentiels à consulter parce qu'ils peuvent nous donner déjà au point numéro 1 des prairies sources qu'ils connaissent. Donc ça nous permet d'avancer plus rapidement dans la prospection. Et après, sur le relevé botanique, ils ont déjà des données consolidées qui peuvent transférer, enfin nous transmettre en tout cas, et qui peuvent nous permettre de gagner beaucoup de temps sur cette partie-là. Ensuite, on passe au brossage à proprement parler.
Donc, le brossage, on peut le faire avec deux types de machines. Vous voyez en haut, donc c'est la brosseuse sur tracteur, et en bas, la butineuse. Donc, on détaillera les deux techniques juste après. Donc, le brossage, il démarre évidemment dès que l'humidité matinale, donc la rosée du matin, elle s'est évaporée, pour déjà avoir un meilleur rendu et que ça sèche beaucoup plus vite. Ensuite, une fois qu'on a récolté, donc on passe le. Là, je vais prendre l'exemple. Là, c'est un exemple sur l'arboretum du Chèvreloup à Versailles. Et donc, c'était avec la brosseuse. Donc, une fois la trémie de la brosseuse remplie, on la verse le contenu sur une bâche. Et après, on passe au tamis rotatif. Donc, le tamis, c'est un tamis qu'on a réalisé nous-mêmes à base de 3 jantes de vélo, un cadre en lambourd, deux trépieds et puis un grillage à lapin de chez Leroy Merlin avec une maille de 19 mm. Voilà pour les caractéristiques techniques. Et donc, ça nous permet quand même de bien séparer finalement les éléments grossiers, le foin et les éléments de refus, et d'avoir quand même c'est-à-dire un mélange de semences qui reste homogène et plutôt propre. On verra après une photo de plus proche. Donc ensuite, le séchage des graines au soleil, hein. De toute façon, le brossage, on le fait généralement quand on a une journée ensoleillée. Donc on remue régulièrement avec un râteau à faner pour bien tout sécher. De toute façon, on le voit à l'œil, hein. On voit dès le début, quand on commence à étaler, on a encore quelques petites feuilles, quelques petites matières vertes, fines qui sont passées dans le tamis. Et au fur et à mesure de la journée, on voit que ces matières-là, elles sèchent et qu'elles disparaissent. Ensuite, on a un colisage provisoire en big bag. Donc ça, c'est chaque soir, on fait un colisage en big bag pour ramener au dépôt. On identifie bien les parcelles sur le big bag parce qu'après, on en a plein dans le dépôt. Et l'idée, c'est surtout pas de mélanger les différents lots en fonction des prairies. Là, sur l'arboretum du Chèvreloup, par exemple, on avait 3 prairies et 3 cortèges bien différents. Donc, même sur un même site, il peut y avoir différents lots qui seront identifiés vraiment séparément. Ensuite, vous voyez en dessous, en bas de l'image, en petit, des étiquettes de traçabilité qu'on remplit et qu'on appose après sur les sacs définitifs. Donc après, la dernière étape, on va dire, c'est le conditionnement en sac craft avec fermeture des sacs et apposition de l'étiquette de traçabilité, le stockage, et puis après, à la fin, le semis sur les sites de nos clients. Voilà, après un semi classique. Là, c'est la photo effectivement dans l'intérieur des sacs. Donc, comme je disais, les différentes techniques. Donc, si on spécifie vraiment sur la butineuse, donc les avantages, c'est que c'est peu encombrant, c'est silencieux, c'est entraînement électrique, c'est tout terrain, c'est assez précis du coup, et c'est peu impactant quand même pour la prairie en elle-même et pour la petite faune. Et les inconvénients, c'est pas adapté quand il y a une herbe qui est trop haute. Quand la prairie est trop haute, effectivement, ça a un peu de mal à passer. Et puis, on a un rendement qui est à peu près de l'ordre de 1 à 2 hectares par jour. Ensuite, pour la partie brossage par brosseuse, donc là, pour le coup, les avantages, c'est qu'on a un rendement qui est plus important, jusqu'à 5 hectares par jour. Alors, 5 hectares par jour, c'est quand vraiment on a une pièce d'un seul tenant et qu'on a, j'allais dire, le champ libre pour travailler. Que ce ne soit pas un endroit morcelé, qu'il n'y ait pas de zone, j'allais dire, de zone refuge qu'il ne faut pas travailler. Vraiment, en pleine masse, on peut faire 5 hectares par jour. C'est assez facile. C'est précis quand même et c'est adaptable sur de nombreux terrains. Les inconvénients, donc le passage des roues, donc on a une prairie qui est écrasée au passage des roues, mais on peut faucher quand même dans l'autre sens. Et après, c'est plus impactant pour la faune, bien que la petite faune, effectivement, il y a tout ce qui est criquet et autres, et sauterelles qui passent quand même dans la brosse. Mais on s'est aperçu que dès lors où on ouvre le tamis, elles arrivent pour la plupart à toutes partir, quoi. Donc, vraiment de la mortalité sur la petite faune, on en a quand même pas trop. Mais enfin, ça leur fait pas du bien de passer dans la brosse. Ensuite, le transfert de foin. Donc, je laisserai Guillaume aussi présenter ça parce que c'est lui qui a pu le réaliser sur le site de la Bassée. Mais la première étape, c'est la fauche, donc avec une faucheuse en déneuse. Ensuite, l'ensileuse qui vient récupérer ça, broyer finement et mettre dans les bennes de transport. Et ensuite, on a un atelier. Là, c'était assez loin, hein. Des fois, on avait des parcelles à une quinzaine de kilomètres du lieu d'épandage. Après, on a un atelier de reprise, de mise dans l'épandeur et après l'épandage. Donc, récolte jusqu'à 10 hectares par jour.
On a un spectre de récolte qui est assez large quand même. C'est indépendant des conditions météo. Et après, les inconvénients, pardon, bah, c'est une fauche qui doit être complète. Besoin de nombreuses machines. Là, tu me diras, Guillaume, mais je pense qu'on avait un atelier qui parfois était entre 10 et 14 machines. Et puis, ben, un épandage qui doit être fait le jour même. Ça doit être bien planifié et rigoureux. Donc, je te laisserai, Guillaume, compléter si tu as besoin, peut-être. Non, peut-être pas. Ouais, bah écoute, bonjour à tous, tu as plutôt bien résumé. C'est le même principe, hein, recensement des prairies sources avant, s'assurer qu'il n'y a pas d'exotiques. Après, ce qui est important, c'est une fois que c'est fauché, en tout cas une fois que c'est ensilé, il y a vraiment 24 heures pour, pour répandre le foin. Sinon, ça chauffe et on a une grosse perte sur la graine, quoi. Donc, et surtout, un point important, c'est que avant d'épandre, on a la même préparation de sol que pour un semi de semis ou un semis de gazon classique, quoi. Donc, on fait nos préparations de sol. Ensuite, bah, on reprend toutes les étapes que Benjamin a dit. Donc, c'est le fauchage, puis l'ensilage. Et donc, on stocke un maximum de. L'idéal, c'est que ce soit épandu dans la journée. On l'a fait à 80% et on n'a pas dépassé les 24 heures de stockage. Voilà, voilà pour la partie transfert. Et puis après, la dernière partie, enfin la dernière technique possible, c'est aussi la moisson. Alors moi, je l'ai pas expérimenté, mais en tout cas, il faut savoir que c'est possible de le faire avec une moissonneuse-batteuse. Pareil, 5 hectares par jour à peu près. Spectre de récolte qui est large aussi. On doit nettoyer les semences. Et puis après, les inconvénients, bah, c'est le spectre aussi demande un séchage et perte de certaines graines qui sont trop légères et qui passent pas finalement dans l'appareil, quoi, dans la moissonneuse-batteuse. Et donc, recréer une prairie sauvage à partir de prairies locales. Donc, les intérêts, donc, c'est ultra local. On est vraiment très proche entre les sites de prélèvement et les sites de semis. On est donc en circuit court. On a un cortège qui est forcément adapté au climat, au sol du territoire. Et puis, on a une très bonne résilience de la prairie, ce qui paraît logique. Et l'accueil de la faune se fait d'autant mieux parce que c'est approprié. Les contraintes, bah, c'est quand même l'identification des parcelles sources, identification, comme je disais, les conventionnements qui peuvent être longs. Si on n'arrive pas à s'arranger, j'allais dire à l'amiable avec les partenaires, conservatoires, agriculteurs ou autres. La maîtrise des techniques, ça demande quand même d'avoir du personnel formé qui soit habilité, même s'il n'y a rien de sorcier, mais il faut quand même savoir le faire. Et puis après, la maîtrise des sites. Donc là, c'est plutôt les sites de prélèvement, savoir les maîtriser, garder, j'allais dire, nos réserves. Si on fait des conventionnements, bah, essayer qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui nous les chipe, entre guillemets, et qu'on puisse toujours avoir, j'allais dire, une base de données région par région avec les sites sur lesquels on peut prélever, catégoriser. Donc en termes, on essaye de catégoriser en 3 parties, prairies mésophiles, prairies calcicoles et prairies humides pour avoir 3 grands types, pour après savoir réimplanter au mieux par rapport à nos clients. Voilà ce que je peux dire sur cette partie. Merci Benjamin. Donc deuxième solution pour aller chercher des végétaux locaux, prélèvement in situ. Guillaume. Ouais, ben donc on a eu donc on a réalisé plusieurs chantiers, dont un sur le chantier de la Bassée, où on a pu réaliser des prélèvements de plantes hélophytiques. Bah, du coup, directement sur place, on a créé nous des mares. Et l'avantage, c'est qu'on a pu récupérer tout ce qui était phragmites, iris, enfin tout ce qu'on peut avoir en plantes aquatiques. On a pu transférer ça donc de quelques centaines de mètres directement en place. Donc, ben, l'avantage, c'est que on constate qu'il y a une très grande reprise sur ce qu'on peut planter, ce qu'on peut transplanter. Voilà, les plantes sont vraiment adaptées, et il y a très peu de déplacements. Voilà, donc très bonne reprise. On peut prélever en plus des pieds
assez costaud qui permet d'avoir l'année qui suit directement un rendu important et un couvert pour notamment la faune, sur tout ce qui est tous les batraciens, mais aussi on voit de très bons résultats sur les insectes, notamment tout ce qui est libellules, les choses comme ça. C'est plutôt intéressant. Donc ça, c'est pour la partie hélophytique. Et ce qu'on fait aussi, qui se démocratise un petit peu, c'est qu'on a eu plusieurs chantiers où on fait de la transplantation. Là, on a eu le cas sur le chantier de Château-Thierry. Donc transplantation de prairies marnicoles. Donc ça consiste à repérer la prairie qui veulent. Donc là, nos clients nous avaient donné une zone. Faire un prélèvement de ligneux dessus pour qu'on ait vraiment que la prairie. On a défini avec le client une zone par rapport à l'exposition pour pouvoir déplacer la prairie. Donc on fait un décapage, voilà, comme on peut le voir sur à peu près 25 cm. Voilà, c'était une première sur une aussi grande surface, donc on a pris le moyen du Trax, où ça s'est plutôt bien passé. Et on vient scalper, décaper la prairie qu'on vient positionner sur la zone qu'on a au préalable donc décaissée, comme on peut voir là. Donc ça, c'est la prairie marnicole qui est une fois déplacée. Donc ça a été mis en lisière de bois. On a fait un petit andin sur le côté pour maintenir un petit peu les eaux. Voilà, garder un petit peu de fraîcheur. Et ça a été fait l'automne dernier. Donc on verra un petit peu le retour, le rendu ce printemps. Mais on l'a fait également pour la Drave des Murailles sur un chantier à Sucy-en-Brie, chantier qu'on a fait avec Benjamin. Et donc ce même principe, une zone repérée, balisée, et puis c'est des zones décaissées. Et puis on vient déplacer la partie qu'on souhaite la récupérer. Voilà pour les transferts de végétaux, on va dire, directement sur site. Merci Guillaume. Donc prélèvement d'hélophyte, transfert de sol pour aller chercher la banque de graines et des végétaux déjà présents. Et puis aussi les saules, aller chercher des saules à côté, ça peut être une solution pour les trouver des boutures adaptées. Troisième solution, les pépinières. Bonjour à tous. Je te laisse défiler. Donc l'idée, oui, de faire des pépinières, c'était en fait de revenir à quelque chose de plus local, éviter de faire le tour du monde. Je ne sais pas si tu peux repasser la diapo. En gros, on part de deux constats. C'est que pour les vivaces, on a une vivace qui est produite en 2 mois sous serre, avec des moyens de chauffage, des moyens de terreau, de compost. Et à chaque fois qu'on plante un végétal, on fait un déchet plastique de la taille du végétal. On a utilisé en fait des végétaux, on a sélectionné les végétaux suivant la qualité esthétique de la fleur qui a plus du tout de nectar, bien souvent. Ensuite, on a un deuxième constat qui est sur les plantations d'arbres. Voilà. Donc aujourd'hui, on a des végétaux, les graines viennent bien souvent des États-Unis, d'Australie. Elles sont semées en France, il y a des naisseurs qui sont en France, on fait des jeunes plants. Ensuite, comme on a une taxation sur le stock, les Français revendent ça en Italie jusqu'à 14,16, en Hollande en 20,25, et puis après ça finit en Allemagne bien souvent sur des grosses tailles pour être livré en France. Ensuite, on a tendance quand même à planter avec une taille assez conséquente. Et donc, du coup, on coupe 2 arbres pour en planter un. Et souvent, on a aussi des alignements monospécifiques avec des arbres bien souvent. Alors, soit c'est de la graine, effectivement, c'est du semis, donc on a une génétique différente.
où on a des clones, et ça, les clones, dès qu'on a un incident climatique ou éventuellement des ravageurs, ben là, on a tout l'alignement qui saute. Donc l'idée, c'était d'intégrer la création de pépinières localement au sein de chez nos clients. Ouais, tu peux passer, Thomas, après. Voilà, donc on a gagné un projet l'année dernière qui est la création d'une pépinière pour Epamarne, qui est l'aménageur foncier autour de Disney, et donc qui a l'objectif de fournir en fait les végétaux locaux, donc de la cueillette jusqu'à la création du végétal, pour fournir en fait tous les végétaux qui ont fait suivant l'urbanisation autour de Disney. Et donc en fait, on a fait une première phase où on a déterminé en fait les végétaux locaux qui étaient encore existants, les lieux de cueillette. Ensuite, on a récolté les graines, on les a laissées sécher sur des tamis. Voilà, on les a identifiées. On a fait des semis, voilà. Alors, soit ça peut se faire en caissette, soit en pleine terre, soit dans du sable. Alors là, ça, c'est les pépinières soupes. C'est un exemple, hein, parce qu'en fait, sur la pépinière Epamarne, on est en cours. Donc ça, c'est des végétaux. Si tu peux revenir un peu en arrière, Thomas. Ça, c'est des végétaux qui ont été récoltés par la Bassée, enfin pour le chantier de la Bassée, qui est une compensation écologique. Et donc, elles ont été récoltées, puis semées chez Soupe, donc voilà, en sillon. Et puis après, elles sont replantées en fait sur le chantier. Donc, on a l'origine végétale du site. Là, on a un exemple. On était parti en stage chez Luc Van Creling, qui est le référent végétal local du bassin parisien sud. Et donc, en fait, lui, alors, il a fait des bacs là où il a fait des essais. Et puis après, il a un terrain, ça c'est assez exceptionnel, d'1,5 hectare où il a mis des végétaux locaux. Il n'a même pas arrosé à la plantation. Et donc, c'est des végétaux qui ont 3 ans. Il n'y a eu aucun arrosage. Et en fait, on a des végétaux qui sont en bonne santé, qui sont voilà, assez costauds et qui se portent bien. Et donc, il y a quand même eu un été où voilà, on a eu de fortes chaleurs et voilà, zéro arrosage, même pas à la plantation. Donc, c'est quand même un cas d'école quand je vois le nombre de camions qui peuvent arroser les végétaux aujourd'hui. Ça pose quand même question. Et voilà, les végétaux, voilà, on se demande toujours si c'est adapté, mais là, on a quand même une partie de réponse. Ensuite, un autre cas, ça c'est un cas plus ancien, c'est à Ivry, c'est à côté de Paris. On a démoli, enfin c'est un quartier chaud, c'est dans une banlieue. Il y a 2 immeubles qui ont été démolis et à la place, on a fait deux carrés, 2 rectangles de pépinières. Alors là, on a un peu triché, on est parti sur des végétaux horticoles avec, en fait, on est parti du 12-14 et on fournit les végétaux en 30-35. Et donc, c'est une pépinière qui a été hyper bien acceptée par la population. Voilà, ces enfants, on a fait euh, voilà, plusieurs ateliers pédagogiques pour les enfants. Et donc, du coup, la pépinière a été complètement acceptée par la population et respectée surtout. En fait, tout le quartier s'est embrasé là, il n'y a pas longtemps et on a eu peur pour la pépinière, mais rien n'a été touché. Et donc, c'est des végétaux pareils qui sont utilisés pour restructurer l'ensemble du quartier. Et donc, ce qui a permis, on a eu un premier marché donc, de pépinières, et ce qui nous a permis ensuite d'avoir les 3 autres chantiers d'aménagement paysager par la suite, comme on était aussi, on s'occupait des végétaux à l'origine. Et ensuite, on a un autre exemple donc, qui est à la base 217. Donc ça, c'est une plateforme, c'est un ancien aéroport militaire des années 39-45.
qui a été bombardé largement et qui est encore miné. Donc il y a des risques d'explosion. Donc en fait, on a un client aménageur qui est en train d'aménager pour un parc d'activités qui démine en parallèle. Et donc l'idée là, c'était dans le cadre de trames vertes et de compensation, de créer des trames, des continuités écologiques à travers le site. Et on a eu en fait des opportunités, au lieu de tout raser avec un coup de broyeur, on a récupéré des végétaux intéressants. Alors, on a récupéré plus de 300 chênes en 2,50 m, 3 mètres, ce qui nous a permis de faire une économie quasiment de 50 000 € et de fournir des végétaux moins chers, peut-être plus adaptés, et puis d'avoir aussi une marge plus confortable sur le chantier. Et puis, on a aussi la possibilité de faire des zones de régénération naturelle assistée. Donc ça, c'est des zones, on peut laisser aussi des zones sans rien faire. On a aussi, là, on fait des tests, on met des piquets avec un fil pour faire venir les oiseaux et dès que l'oiseau se pose, en fait, il fait des déjections de graines qui permet de ressemer aussi certains espaces et puis de laisser la nature en fait faire. Voilà. Donc ça, c'est aussi une autre piste qu'on est en train de tester. Merci à vous. Et avant de parler de la marque végétale locale, c'est Damien Provandier qui se chargera de ça. On vous propose de faire un point sur le marché avec Benoît. Ouais, bonjour à tous. Alors, en complément des différentes solutions et les solutions qui ont été présentées, et ben, évidemment, il reste la solution connue de tout le monde d'aller acheter dans les pépinières. Et alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Là, je me concentre sur l'offre en végétal local, donc avec le label, qui bénéficie du label. Parce que sur les pépinières qui ne bénéficient pas du label, eh ben, on ne pourra pas savoir si on est sur du végétal local ou pas, même si ça peut être le cas. Et comme on n'aura jamais cette traçabilité, on va se concentrer sur la partie labellisée qui bénéficie de la marque. Avec un premier point sur l'offre de marché, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut se fournir. Un deuxième point sur la demande au niveau du groupe. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a des grosses demandes aujourd'hui dans les différentes agences du groupe? Est-ce que c'est en corrélation avec l'offre de marché? Et puis un petit point plutôt plus financier sur le rapport coût-efficacité de ces fournitures locales. Alors l'offre de marché, je vous ai remis à droite la carte. Donc il y a 11, bon, je ne vais pas présenter le label végétal local. Damien Provandier le fera tout à l'heure. La France est divisée en 11 régions biogéographiques et qui permettent de savoir si les végétaux qu'on a sont locaux ou pas. C'est une marque qui date de 2015, donc qui est relativement récente, qui commence à bien se développer. Et sur ces 11 régions, j'ai remis les différentes agences du groupe, ce qui permet de voir un peu où est-ce que chacun peut se situer. Si vous voulez accéder à cette carte pour savoir dans quelle région vous vous situez précisément, j'ai remis le lien là sur le webinaire. Il y a une carte qui est bien faite, on peut zoomer directement, mettre sa ville et puis savoir dans quelle région on se trouve, pour savoir quel type de végétaux il faut aller chercher. Sur les semences, il y a une quinzaine de producteurs sur le territoire français qui sont reconnus par la marque et qui fournissent des semences labellisées. Pour repréciser avant, parce que ça c'est souvent un point qui est méconnu, c'est pas la pépinière qui est labellisée végétal local, c'est des semences, c'est les espèces directement. Donc une pépinière par exemple Novaflore là, qui est connue, peut produire de la semence labellisée ou pas. Ça va dépendre, mais c'est pas la pépinière qui est labellisée. Et alors, attends, si tu reviens juste sur les semences.
Donc là, par exemple, il y en a qui vont me dire, ah ben, le bassin parisien, donc par exemple sur la région Bretagne, en jaune là, ah ben j'ai pas de pépinière là, sur cette région-là. Euh, la marque, le cahier des charges de la marque permet, par exemple, à Novaflore d'aller prélever de la graine sur le territoire Bretagne, d'aller la produire chez lui, la faire lever et de la revendre après sur le territoire Bretagne. Ça marche dans le cahier des charges. Ce qui est important, c'est pas forcément. Non, c'est pas tout à fait ça, ouais, pardon, ouais, mais je reviendrai tout à l'heure. Excusez-moi. Ah, très bien. Parfait. Et ben, je n'en dis pas plus, vu qu'on est un spécialiste. Je passe directement sur les vivaces, élophytes, boutures, etc. On va juste apporter une précision maintenant. Il doit, sur les semences herbacées, il y a obligation, à partir du moment où elles rentrent en phase de multiplication, de les produire dans la région biogéographique. Donc, il n'a pas le droit de revenir les produire chez lui. Il travaille avec des multiplicateurs de graines sur le territoire du massif armoricain. Donc, ceux qui font plusieurs régions biogéographiques doivent respecter des règles, ce qui n'est pas la même chose pour les ligneux. Je rappellerai ces règles si besoin tout à l'heure. Désolé. Très bien, merci. Non, justement, parfait. Parfait. Là, je vous ai mis une carte avec quelques. Donc il y a une trentaine de producteurs là pour les vivaces, élophytes et boutures sur ces espèces-là. Je vous ai remis quelques principaux, mais il y en a d'autres. Notamment sur les boutures de saule. Je vous ai mis en jaune la Soléo et Eco Solutions. Il y en a ces deux qui bénéficient du label. Et notamment, ils peuvent intervenir. L'autre jour, j'ai eu Soléo au téléphone. Donc lui, il est sur la partie Massif central. Mais il peut intervenir, par exemple, sur la région. Là, j'étais sur un marché sur Bordeaux. Et donc, il me dit, il n'y a pas de problème, moi, je peux venir sur Bordeaux. Il vient trouver un site local pour faire du prélèvement local de saules et pour nous les fournir sur le chantier. Donc, il reste pleinement sur la. Donc là, ce ne sera pas forcément labellisé, mais on sait qu'on est. S'il fait le travail jusqu'au bout, il va aller chercher un lieu de prélèvement qui est adapté et qui correspond à tous les critères pour pouvoir fournir vraiment du végétal local. L'offre des ligneux, il y a une soixantaine de pépinières aujourd'hui qui sont répertoriées sur le territoire, ce qui permet vraiment à tout le monde d'aller se fournir sans difficulté, avec toutes les régions qui sont largement couvertes. Et on peut passer au développement de la marque. Un point rapidement, en 2015, quand il y a un développement, il y a 6 bénéficiaires de la marque à la création. Et aujourd'hui, on arrive à 123 bénéficiaires. Donc, tout type confondu, semences vivaces, arbustes, arbres, etc. Mais donc 123 bénéficiaires, ça fait quand même une grosse offre aujourd'hui qui nous permet d'aller répondre sur nos marchés. Malgré cette offre qui est de plus en plus riche et diversifiée, il peut rester quelques difficultés, mais pour moi qui ne sont pas forcément des freins à notre échelle. C'est notamment en termes d'approvisionnement, en quantité et en qualité, en fonction du marché, parce ça rejoint le problème que j'ai mis au-dessous de la temporalité de la demande. Les demandeurs de végétaux locaux ne savent pas avant leur chantier ce dont ils vont avoir besoin. Et donc, les producteurs ne peuvent pas produire forcément en temps et en heure ce qu'il nous faut. Donc ça, c'est un des problèmes. Et après, il y a une méconnaissance sur la gamme et la taille. Là, c'est une marque qui est relativement récente, 2015. Et aujourd'hui, il y a des gens encore qui demandent des végétaux qui font 20-25, alors qu'il faut laisser le temps au temps. Après, c'est plus de la pédagogie. Au niveau du groupe, si je reviens sur les besoins en interne, j'ai regardé un peu les chiffres en 2023 sur les demandes. Donc en semences, en bouture ou en godet pour les vivaces. Les ligneux en jaune plan, racines nues, et les ligneux en baliveau. Et puis les quelques agences du groupe qui s'intéressent à ces sujets-là pour l'instant. Bon, il y a encore beaucoup de trous, vous voyez, il y a beaucoup d'agences qui n'ont pas sollicité la marque végétale locale. Bon, il y a un gros effort là sur le pinson Île-de-France,
avec 750 kg de semences pour les prairies, plus de 16 000 végétaux demandés. On entend souvent qu'il y a une grosse difficulté sur les fournitures. Réellement, là, les 16 000, on a réussi à les trouver. Alors, parfois, quand c'est des grosses demandes d'un coup, évidemment, c'est difficile. Mais plus on peut anticiper, plus on y arrive. Et en tout cas, l'offre est de plus en plus riche et diversifiée, et ça nous permet quand même de pouvoir répondre à nos clients. Et enfin, un petit point sur le rapport coût-efficience. J'ai sorti une liste de 30 espèces là, qui peuvent bénéficier du label. Donc après, bon, ça reste là, les coûts tarifaires que j'ai sortis, bon, c'est issus de consultations, donc c'est vraiment du réel. Pour pouvoir comparer à de l'horticole, et aujourd'hui, vous voyez bien, j'ai fait un prix moyen à droite en bleu, là, 1,25 € en végétal local pour un jeune plant racine nue. Là, je me suis concentré sur du jeune plant racine nue, et 1,53 € sur l'horticole. Bon, ça veut un peu tout et rien dire parce que ça va dépendre des quantités, ça va dépendre des pépinières. Pour les montants en horticole, j'ai fait la moyenne quand même de 5 pépinières différentes. Donc je pense que c'est assez lissé. Et comme quoi, le végétal local devient même moins cher. Alors ça va dépendre des listes, ça va dépendre de tout un tas de choses. Mais voilà, aujourd'hui, on est sur un marché qui se lisse entre l'horticole et la production locale, végétale locale bénéficiant du label. Et ce qu'on peut dire en plus, c'est le taux de reprise. Les retours d'expérience, alors là, je n'ai pas d'études chiffrées, mais les retours d'expérience nous disent que végétal local, on est autour de 95% de reprise à la plantation, alors qu'en filière horticole, on a plutôt une baisse de 10%, 80-85% de reprise. Donc même si on a du végétal local qui serait encore un peu plus cher potentiellement, s'il n'y a pas de remplacement derrière, bon, parce qu'on a un meilleur taux de reprise, ça vaut le coup. Et puis, on a tous les points positifs que Thomas nous a évoqués tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup, Benoît. Et bienvenue, Damien. Juste Thomas, pour répondre, parce que j'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure sur les listes disponibles. Oui. Pourra-t-on avoir ces listes de prix? Oui, je peux fournir des listes de prix. Quel règlement Ouais, vous avez une liste des végétaux locaux selon les régions. Oui, le site végétal local fournit les végétaux locaux qui peuvent être labellisés en fonction des régions. C'est pas tout à fait ça non plus, mais je vais donner quelques Non. précisions. Bon, Tout à fait. Ok. facile. Ce sont les espèces qui ont été demandées. Ouais. Non, mais c'est normal. Et en tout cas, ça fait plaisir de vous voir vous approprier autant et avec autant d'initiatives la marque. Merci à Thomas pour son invitation. Je partage mon écran, Thomas Oui, oui, Ouais. oui. Ok. Alors, partager l'écran numéro 2. Il semblerait que ça puisse marcher comme ça. Ah non, pardon. Plutôt inversé comme ça. Une seconde. Tic, tic, tic. Là, pour continuer à vous voir. Bien, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Et du coup, on a jusqu'à quelle heure? Vous avez prévu quel timing? Si on peut aller jusqu'à un peu après 18 h pour la présentation et après questions-réponses. Ok, vous avez mon diaporama sous les yeux. Non, 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 on le voit pas, Damien. Autorisé. Pourtant, je fais autoriser. Pourquoi ça marche pas? Attendez, je recommence. Ok. Le bac de partage. Ah. Ok, sinon vous aviez mon diaporama, Thomas, éventuellement? Je le projette en attendant. Ok, très bien. Le voici, merci. Oui. Et donc du coup, je sais si je vais faire passer les diapos en vous demandant de les passer. Donc je suis animateur technique de la marque au sein du réseau des conservatoires botaniques nationaux. Je travaille au conservatoire botanique Pyrénées-Midi-Pyrénées, où on a une équipe qui historiquement a structuré la création du label en lien avec d'autres labels et en lien avec du coup, ça y est, on voit, ouais. En lien avec d'autres partenaires que je vais citer un petit peu plus loin, Plantécité, la Fac Agroforesterie et autres.
Ok, on peut dérouler. Je vais passer rapidement. En fait, c'était des diapos d'introduction, mais qui ont déjà été dites par Thomas, donc sur donc les fondements de la biodiversité, le fait, diapo suivante, le fait que pour agir, ben, le fait de recourir à des végétaux sauvages, c'est comme si on travaillait sur la réintroduction animale, ben, on ne travaillerait pas sur des animaux domestiqués, hein, comme la poule, qui est très utile pour l'agriculture. Les fleurs horticoles sont très utiles aussi, bien sûr, culturellement. Et c'est aussi une évolution culturelle qui s'est faite et une sélection variétale qui s'est faite, notamment avec certaines sélections. Mais quand il s'agit de restaurer la biodiversité, ben, les prairies naturelles recèlent d'autres espèces et d'espèces qui ne sont pas sélectionnées. Le principe de précaution, ça c'est sur les espèces invasives, mais aussi sur les problématiques sanitaires, hein, avec ici par exemple le chancre coloré. Diapo suivante, toujours dans le plaidoyer, qui est maintenant connu. Ça, c'est l'exemple du bleuet qui a été sélectionné avec un bleuet à fleurs multiples, qui est finalement un leurre écologique pour les insectes par rapport au bleuet à fleurs simples, avec des problématiques d'accès au nectar dans le bleuet à fleurs multiples. Donc, c'est des choses qui sont renseignées. Là, c'est une publique 2001 qui renseigne ces choses-là. Diapo suivante. Et ensuite, ici, c'est un rappel important des fondamentaux du végétal local, puisque on a la question de la diversité génétique. La biodiversité, c'est la diversité des espèces, c'est la diversité des milieux, c'est les interactions des espèces entre elles. Et toute cette biodiversité vont donner aussi aux milieux et aux espèces leur capacité d'adaptation, et notamment les questions de potentiel évolutif, où la notion de diversité génétique est souvent peu connue, et c'est certainement celle-ci qui sera un grand pouvoir d'évolution. Les régions biogéographiques, elles ont été présentées, elles sont issues de données pédologiques, climatiques. Donc il n'y a pas que le climat, il y a le sol, il y a la géologie. C'est aussi des compromis pour arriver à des grandes régions biogéographiques. On peut arriver à des unités naturelles qui sont plus fines dans le règlement technique et qui sont importantes et à connaître aussi quand vous travaillez sur des zones où il y a une grande diversité de régions, comme dans le Massif central, par exemple, où on a plusieurs unités naturelles, ou dans le sud-ouest. C'est pas pareil d'être dans le Lauragais ou d'être dans les Landes. On n'est pas sur les mêmes types de sols, mais dans l'ensemble, on est en climat atlantique, sud-atlantique. Donc voilà le climat. Une marque, un label, alors c'est la marque collective, c'est son dépôt juridique en France. Marque qui est déposée par l'OFB à l'INPI avec un logo et un règlement technique associé, règlement technique qui peut évoluer, qui a évolué déjà sur certaines petites critères. Elle est animée par les 3 réseaux historiques qui ont créé en fait la marque, que sont les réseaux des conservatoires botaniques nationaux, la fac agroforesterie, donc les opérateurs de la haie, et Plantécité, notre partenaire plutôt sur tout ce qui est nature en ville. Les règles du référentiel technique, ça a été évoqué déjà un petit peu, mais c'est des règles qui vont s'attacher à récolter de façon durable en milieu naturel. Il y a des critères, ne pas sélectionner pas prendre plus de 25% des graines. Le choix, bien sûr, des sites. Qu'est-ce que la naturalité? Comment choisir des sites qui sont des sites qui n'ont pas été plantés par l'homme? Donc là, c'est 1970 qui a été calé pour les ligneux. C'est des choses que dans nos formations, dans nos guides, on apprend aussi à lire. Pour les ligneux, il s'agit d'aller regarder sur des cartographies aériennes, des photos aériennes. Le site de l'IGN renseigne très bien là-dessus. Ensuite, il ne faut pas sélectionner. Donc ça aussi, c'est des changements d'habitude pour les pépiniéristes, mais on ne sait non, ça va un petit peu vite, Thomas, excuse-moi. On ne sélectionne pas on ne sélectionne pas à la graine, on ne sélectionne pas à la production. À la production, ça veut dire qu'il faut garder les plus petits individus. Ça peut poser problème, ça, parce qu'on sait très bien que dans certaines situations, on a aussi des gabarits qui sont imposés. Donc, le pépiniériste, dans ces cas-là, il doit continuer à produire les plants une deuxième année. Mais c'est vrai que c'est encore des choses sur lesquelles il faut s'accorder entre utilisateurs et producteurs. Comment faire pour ne pas faire un tri uniquement des espèces qui poussent les plus vite, ce qui pourrait être une tendance si on sélectionne uniquement les gabarits, par exemple les 40-60. La traçabilité, c'est ça qui est vraiment à retenir et important, puisque vous avez aussi un rôle à jouer là-dedans. Vous devez remettre à vos clients, si vous êtes un intermédiaire, des factures ou des certificats qui lui permettent de voir que vous avez bien acheté des végétaux d'origine locale chez un producteur marqué. Et donc ce numéro de lot, cette région biogéographique, le logo, il y a plusieurs informations qui sont essentielles au niveau de l'espèce. Si toute la liste des espèces sont végétales locales, ça peut être au niveau de la facture, du certificat d'origine ou du bordereau de livraison. C'est une de ces 3 pièces en fait que tout producteur bénéficiaire de la marque doit vous remettre face aux individus espèces qui sont marqués.
Prochaine diapo. Donc sur les herbacées, il y a des ajustements sur les règles. C'est pas 30 individus, c'est 50 individus pour la diversité génétique. Il faut que la population fasse au minimum 200 individus. Population au sens écologie du paysage, hein, c'est quand même assez large la notion de population là-dessus, mais c'est des choses aussi qu'on peut vous aider à estimer. On a des conservateurs botaniques peuvent vous aider. On peut faire de la collecte d'espèces en monospécifique comme là pour multiplier des semences, ou alors pour faire des pots en des plantes vivaces. C'est à peu près la même technique de collecte. Il y a la traçabilité qui suit. Ensuite, il y a d'autres techniques que vous avez évoquées aujourd'hui qui peuvent faire l'objet de marquage et vous pourriez déjà candidater à la marque avec de la fleur de foin, avec du foin vert. Du foin vert, c'est du matériel végétal et il y a des règles de collecte en mélange. Et donc, de la collecte en mélange peut faire l'objet de marquage. Seule spécificité, hein, si on a des espèces à certification obligatoire, vous connaissez la réglementation fourragère et gazon, eh bien, il vous faudra faire une demande de certification auprès des organismes qui s'occupent de ça, donc le CTPS et le CMAE aussi pourra vous renseigner sur ces éléments-là, car la réglementation européenne permet en fait de commercialiser les espèces, les principales espèces fourragères à certification obligatoire, si en gros si on suit les critères du label végétal local. Donc le label végétal local est devenu une manière aussi de pouvoir présenter un dossier. Il y a une réciprocité technique et une reconnaissance au niveau de l'arrêté européen sur la manière de présenter les mélanges de préservation. La collecte en mélange, le brossage des prairies, la collecte de boutures de saules, c'est des techniques qui sont possibles. Il y a peu d'espèces qui sont autorisées en bouture, surtout celles qui sont difficiles à multiplier en semences. Le saule en fait partie, bien qu'il commence à y avoir des réseaux aussi de collecteurs de semences et de producteurs de ligneux qui repartent de la graine. Mais on sait que les pratiques de génie végétal se font avec des plançons. Prochaine diapo. Alors, qui produit aujourd'hui? Là, vous avez une carte, vous avez les données, elles ont été évoquées tout à l'heure. C'est 121, 123, c'est une petite erreur à un moment parce qu'il y en avait 2 qui finalement n'avaient pas renouvelé leur contrat. Donc, c'est 121 aujourd'hui. Diapo suivante. Réparti par gamme et par croissance, ce qui est intéressant, c'est de voir justement cette croissance, hein, cette dynamique. Alors, je dirais pas que l'offre elle est équitable en toutes les régions, mais sur les jeunes plants de ligneux, on a quand même une offre qui est conséquente. Après, c'est sous tension, hein, parce qu'il y a une telle augmentation de la demande, notamment de la part des opérateurs de la haie, que c'est pas évident forcément si on s'y prend au dernier moment, d'avoir des plans. Mais ça permettra de développer dans les échanges comment essayer d'anticiper au maximum ces réservations, ces commandes. On a aussi des petits pépiniéristes qui commencent à nous dire ils n'ont pas trouvé leur place. C'est arrivé dans le nord-est, c'est arrivé ailleurs et ils ont des milliers de plants sur les bras en végétal local qu'ils n'ont pas prévu d'accompagner en élevage. Donc, il y a aussi des petits phénomènes, des petits signaux faibles d'acteurs qui n'ont peut-être pas assez fait la promotion de leurs produits, mais qui, en tout cas, ont encore des plants à vendre et vont devoir les remettre en culture et continuer la culture sur une deuxième année. Les gammes donc sont adaptées à différents usages. On voit que la gamme des vivaces aussi dans la diapo précédente, elle commence à augmenter, mais vraiment pas sur l'ensemble du territoire, hein. Les godets herbacés, je pense que ça va arriver. C'est pas très dur à faire, hein, c'est comme les pépinières ligneux, il suffit de se fournir en semences et de faire des godets, hein, ça met pas très longtemps pour se mettre à faire des godets. Les semences herbacées, c'est beaucoup plus technique. Les semences herbacées, en tout cas, qui sont produites de façon monospécifique pour faire des mélanges conséquents. On a quelques semenciers historiques et des nouveaux installés qui commencent à faire du volume, mais par rapport au volume parfois demandé en agriculture notamment, le coût est un peu plus élevé. On pourra revenir aux questions de coût. Pour les godets, il commence à y avoir de la demande en paysage et les acteurs commencent à s'organiser dans les candidats. Là, on a 50 candidatures actuellement là, en cours qui seront auditées cette année. Donc, vous êtes à 120, ça va être 170 l'an prochain et on va partir sur un rythme à peu près de 40 candidatures par an. Donc, on espère quand même que cette offre sera de plus en plus importante. C'est surtout qu'on accompagne cette offre d'accompagnement spécifique de politique publique au niveau des différents usages. On essaie vraiment d'expliquer ces usages avec les 3 gammes finalement de segments d'utilisation. On a l'agroécologie qui est très organisée avec des acteurs, des opérateurs de la haie, des chambres d'agriculture. On sait que c'est assez subventionné, donc c'est un usage particulier. Vous êtes présent en tant qu'opérateur planteur sur ce marché de l'agroforesterie notamment, avec le pacte de la haie, les 50 000 km de haies dans lesquels le critère végétal local va très certainement être cité. En tout cas, on a les acteurs de la fac agroforesterie ont
ont défendu ça et le ministère était à l'écoute quand même si ce n'était pas tout simple face aussi à la forêt qui produit énormément de plants et avec d'autres types de signes de reconnaissance. La restauration écologique qui est plus cadrée avec des arrêtés préfectoraux, mais dans lesquels on voit encore parfois des projets sur lesquels tous les signaux réglementaires devraient faire qu'on ait du végétal local. Et puis au dernier moment, rupture dans le maillon de la chaîne et on se retrouve avec une commande qui n'a pas été passée au bon moment et des dizaines d'hectares qui sont semés avec des mélanges de gazon au lieu du végétal local. Donc tout n'est pas rose non plus, même dans la restauration écologique où pourtant on a beaucoup d'ingénierie, comme le projet de la Bassée ou d'autres, où là on a des bons signaux, les choses se sont bien faites. Et la nature en ville, un sujet beaucoup plus de transition, hein. On n'est pas du tout à dire il faut du végétal local partout en ville. Il y a tellement d'enjeux esthétiques, d'enjeux culturels, d'enjeux alimentaires, d'espaces différents dans le cœur des villes, depuis le jardin de Prestige jusqu'à l'espace naturel, quasiment en zone Natura 2000, que c'est plutôt un espace d'innovation, un espace de reconnexion des habitants à la nature en ville. La question du végétal local dans cet espace-là se fait plus sous forme d'expérimentation, d'innovation, mais on sait que c'est un marché potentiellement important. Par contre, par exemple, pour des arbres urbains, actuellement, le végétal local propose très peu d'arbres élevés en végétal local, car la marque est jeune et qu'il y a peu de pépinières d'élevage, tout simplement, qui se sont mis dedans. Il y a un marché à prendre là-dessus, mais il faut anticiper. L'animation en région, là, c'est quelques points. Vos correspondants en région, si vous voulez découvrir la marque, vous êtes dans une région particulière, une des portes d'entrée, au-delà de la liste des pépinières, ce sont les correspondants. Ils ont du temps pour ça, que ce soit dans les conservatoires botaniques ou dans les associations adhérentes à la fac agroforesterie. J'anime ce réseau, je les forme pour pouvoir vous aider. En phase de sourcing, c'est eux qui peuvent aussi vous aider à mieux identifier la faisabilité. C'est pas eux qui vont vous donner les tarifs, parce que les tarifs, ça c'est sur le marché du privé que ça se met en place et on n'a pas à faire d'arrangement sur le prix. On serait hors la loi. Et donc du coup, par contre, ils vous aideront à vous orienter. Ils organisent des journées techniques, ils organisent des formations. C'est hyper important d'aller dans ces journées techniques. C'est là aussi qu'on rencontre les acteurs. Si vous organisez des salons en région avec l'UNEP ou autres, invitez-les, ils sont équipés, ils ont des plaquettes et c'est vraiment eux qui sont là pour ça. Même si à l'animation nationale, on peut se déplacer aussi, on ne peut pas le faire de Tour de France tout le temps. Et surtout, ils participent à des feuilles de route. Et ces feuilles de route, que ce soit en Nouvelle-Aquitaine, maintenant en Occitanie, en Île-de-France, demain dans d'autres régions, on a plusieurs régions qui sont en train de s'équiper, parfois avec des partenaires que sont l'Agence régionale des biodiversités. Et donc, du coup, ces feuilles de route, elles vont travailler, prochaine diapo, sur des feuilles de route qui vont appuyer l'amont. Là, c'est comment développer la production en organisant des formations, en mettant des guides en place. Elles vont travailler aussi sur l'offre. Prochaine diapo. En mettant en place, ça c'est le guide qui va sortir le 18 avril. Hein, c'est un webinaire qu'on organise avec Plantécité, donc une nouvelle édition du guide de prescription qu'on est en train d'éditer avec une explication des usages, de la conception différenciée avec du végétal local, comment ne pas opposer végétal local et horticole, comment mieux travailler avec des contrats de culture. On va s'appuyer sur un retour d'expérience de Nantes Aménagement, où il y a 8 années d'anticipation pour des contrats d'élevage de bas niveau. Donc, on a vraiment des projets remarquables et inspirants à différentes échelles. Donc, ce guide avec des fiches techniques va permettre de mettre en place des formations aussi en région. C'est dans ce cadre-là, moi, que j'interviens aujourd'hui, dans l'accompagnement aussi des prescripteurs et des utilisateurs, car vous êtes entreprise du paysage, mais vous avez aussi bien souvent la casquette de prescripteur ou de conseil. Prochaine diapo. Donc là-dessus, on va parler d'état des lieux, on va parler de conception. Le début, faut-il planter? Vous êtes très au courant, vous en avez parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est aussi ça. Ça, c'est des ouvertures. On pourra la remettre tout à l'heure pour les discussions. Hein, comment faire du sourcing, comment adapter les disques, comment contrôler les végétaux, qui contrôle, comment on fait le suivi. Et puis, bien sûr, c'est que le début de la vie du chantier, c'est que le début et le plan de gestion derrière et la gestion qui sera faite d'un site, c'est ça qui fera qu'on réussira à restaurer un écosystème. Il y a les ingrédients au début, mais il y a tout ce qu'on met en place ensuite. C'est le vivant, c'est là où ça démarre. Ensuite, prochaine diapo. Choisir les espèces, il y a des guides régionaux qui se mettent en place. Tout à l'heure, vous avez évoqué les listes. La liste qui est présente sur le site végétal local, en fait, c'est une liste de ce que les bénéficiaires ont demandé, en fait. Toutes les espèces n'ont pas encore été forcément demandées. Donc, ce ne sont pas les listes d'espèces éligibles. Ce sont les listes que les bénéficiaires ont demandées. Et même maintenant, on va leur demander, s'ils ne les travaillent pas, de les enlever du site. C'est-à-dire que ce ne sera pas un catalogue de disponible, mais on souhaite aussi que ce soit un petit peu plus ajusté à ce qu'il existe réellement.
Il y a une liste dans l'espace candidat qui est une liste des espèces sur lesquelles il y a déjà eu des avis. Donc, vous pourrez voir les avis positifs ou négatifs. Négatif, ça peut être parce que l'espèce elle est trop rare dans telle région, donc elle n'est pas considérée comme indigène au niveau de l'aire de répartition générale. Elle est indigène, mais en fait, elle est rare, donc on ne va pas la conseiller sur l'ensemble du territoire. Puisque je n'ai pas précisé, mais les espèces rares et menacées ne vont pas faire l'objet de marquage végétal local. On ne souhaite pas forcément les voir réparties partout. Et puis ensuite, l'indigénat, c'est les conservateurs botaniques qui donnent des avis sur les espèces. Donc, la liste des espèces végétales locales, on sort des guides. Il y en a de plus en plus. Il n'y en a pas dans toutes les régions, mais celui récent d'Occitanie et de PACA, là, pour le coup, on est vraiment sur des listes. On est sur les listes d'éligibilité végétale locale. Toutes ne sont pas encore, vous ne les trouverez pas toutes sur le site végétal local. Par contre, si vous allez voir une pépinière, que vous lui dites, moi, je veux que vous me produisiez ça, et ben, potentiellement, elle peut s'y mettre. Et c'est aussi ça, la marque végétale locale, c'est des allers-retours entre utilisateurs, producteurs. Ces temps-ci, pour blaguer en formation, je dis qui de l'œuf ou de la poule, c'est Pâques. On est à la saison de Pâques, mais on a quand même une filière qui, depuis des années, se regarde entre est-ce que c'est l'offre qui fait les projets ou est-ce que c'est la demande qui fait les projets. Eh bien, c'est aussi là-dessus qu'il faut qu'on continue d'avancer. Et le cadre des feuilles de route, c'est ça qui est intéressant, c'est de se rencontrer et de faire rencontrer les différents acteurs. Donc, par exemple, en Occitanie, on va mettre en place un comité de filière. Il y en a déjà un en Nouvelle-Aquitaine et je vous invite à vous rapprocher des animateurs régionaux pour aussi justement faire part de vos besoins, faire part de vos demandes et faire que la filière s'organise au mieux. Prochaine diapo. Bon, les contrats de culture, vous en avez largement parlé. La Bassée, vous le connaissez. Pour nous, c'est sûr que ça, c'est des cadres qui sont sécurisants. On en a eu sur des marchés privés, par exemple de collèges en Gironde, des contrats de culture sur l'ensemble des végétaux d'un collège, 20 000 végétaux avec une pépinière qui s'appelle Les Sauvages dans le sud-ouest. Donc, c'est faisable aussi dans des projets urbains. C'est pas impossible. Ce qu'il faut, c'est anticiper, temporalité. Et puis là, dans le guide qu'on va sortir, on va donner toutes les clés aussi pour ne pas rater un contrat de culture. L'exemple que j'ai donné en Gironde, il y avait un retard de chantier. La pépiniériste, elle a été obligée d'arroser des annuelles pendant tout l'été. Qui paye cet arrosage? Pourquoi arroser des annuelles? Autant les vivaces, je comprends, mais les annuelles, ça n'avait plus aucun intérêt. Donc, ça pose un peu des questions quand on retarde un chantier de 6 mois et qu'on fait un contrat de culture. Il faut que ce soit bien écrit. C'est comme un contrat de mariage. Il faut prévoir aussi les choses qui ne se passent pas bien. Prochaine diapo. Du coup, ça c'est juste pour illustrer la temporalité. Si on veut des grands arbres, il faut encore plus longtemps. Si on veut des jeunes plants, c'est pas si long que ça. On l'a vu sur la Bassée, la capacité de production quand on mobilise des acteurs, que ce soit pour les marchés sur les semences ou pour les marchés sur les ligneux, on est quand même arrivé à des résultats d'une centaine de milliers de ligneux et puis plusieurs dizaines d'hectares de prairies. Prochaine diapo. Prochaine diapo, c'est ce terme d'expérimentation, innovation dans les organisations aussi, puisque en effet, j'ai vu vos présentations, les entreprises de paysage deviennent aussi pépinières, il y a des collectivités qui deviennent un peu pépinières, des lycées agricoles qui s'y mettent. C'est aussi en remettant la main à la graine qu'on reconnecte avec le vivant. Donc c'est intéressant en fait ce décloisonnement des maillons de la chaîne où on n'est pas chacun dans nos silos à dire le prescripteur prescrit, l'entreprise plante et puis le producteur produit. Non, il y a vraiment un ensemble d'intérêts et c'est cette biodiversité au cœur de la chaîne de valeur qui est une expérimentation et une innovation en soi de la transition écologique et sur laquelle on est de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment plaisir de voir aussi dans une entreprise comme la vôtre où justement vous avez différents maillons présents de pouvoir échanger avec vous. Voilà, la dernière diapo, c'était une petite diapo sur la newsletter qui est un des outils avec LinkedIn de communication qu'on rédige tous les 2 mois. Donc, si Thomas peut me transmettre vos adresses mail, si vous n'êtes pas déjà inscrit, je peux vous y inscrire. Sinon, vous trouverez l'onglet, bien sûr, sur le diaporama et sur le site de la marque. Voilà, j'essaie d'être rapide et je vous remercie pour qu'on ait un petit temps d'échange. Merci beaucoup, Damien. Si vous avez la moindre question, si j'ai été trop vite sur certains aspects, n'hésitez pas. Et puis, moi, je vous renvoie aussi cette question. Est-ce que demain, certaines entités de votre groupe candidateront à la marque? Peut-être c'est déjà fait et que je n'ai pas identifié tous les noms aussi des entités. Est-ce que ça peut être une volonté de votre part de devenir producteur finalement ou récolteur et de le valoriser en marquant le produit et donc en candidatant? Et auquel cas, je peux vous donner des infos sur le sujet si besoin. À vous la parole, n'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation ou ouvrir votre micro
si vous avez des questions. Bon, tout était clair, pas de questions? Moi, je vais lancer une petite question. Je voulais savoir au niveau de la récolte en milieu sauvage, quelles sont les spécificités? Est-ce qu'il faut être agréé? Voilà, toutes ces précisions-là. Alors, la récolte en milieu naturel, elle peut se faire comme vous faites déjà, en fait, dans le cadre de marchés privés. Il n'y a pas d'agrément, il y a une autorisation d'un propriétaire. Hein. D'un point de vue juridique, ça se passe comme ça. Ça se passe entre une entreprise ou un agriculteur, et il y a pas mal d'agriculteurs ou de conservatoires d'espaces naturels qui le font directement sur le terrain. Si vous souhaitez vendre ce végétal récolté avec la marque végétale locale, c'est pas un agrément, c'est une candidature à la marque. Donc, il vous faudra candidater et respecter l'ensemble des critères du référentiel technique, qui sont le remplissage de fiches de collecte, les inventaires botaniques qui permettent justement de consolider l'aspect botanique sur la prairie, de démontrer aussi l'ancienneté de la prairie à partir de critères. S'il y a du régras dans la prairie, c'est une prairie qui n'est pas ancienne. L'idéal, c'est quand même d'avoir des informations sur l'historique de la prairie auprès des agriculteurs, des informations qualitatives. Après, si vous avez des difficultés sur la question de naturalité, d'ancienneté de cette prairie, en fonction des régions, il y a quand même des ressources qui sont en train de sortir dans les conservatoires botaniques. Et là, il faudrait voir au cas par cas en fonction de vos sites d'implantation. Je sais que dans le sud-ouest, par exemple, ils sont en train de faire tout un réseau d'identification des prairies sources pour justement les prairies, les projets des professionnels de la récolte, ceux qui sont bénéficiaires de la marque ou ceux qui ne le sont pas encore, ou ceux qui vont le devenir, pourront avoir accès à cette base de données avec des règlements ensuite d'usage sur la base de données. L'idée, elle est qu'ensuite, les gens fassent des conventions avec les propriétaires et que du coup, cette convention permette de respecter les règles de végétal local, qui est de ne pas récolter plus de 3 années de suite sur la même prairie. Après, dans les Alpes, ils ont fait aussi des projets sur des critères indicateurs de naturalité des prairies à partir d'espèces cibles. Donc voilà, c'est aussi une discipline relativement récente, même si c'est un savoir-faire ancien, hein, le fait de prendre du fond de grange et tout ça, c'est des choses qui sont dans les Pyrénées depuis toujours, hein, on va dire. Ils n'allaient pas acheter des graines au supermarché quand ils avaient des talus à revégétaliser, ils prenaient le fond la fleur de foin, comme on dit, quoi. Et donc du coup, c'est retrouver ces savoir-faire. Et par contre, la question de la connaissance des prairies, on a un groupe de travail, on essaie de recenser les différents guides qui sortent. Les scènes sont en train de progresser, on le voit, il y a pas mal d'acteurs qui sont en train de s'équiper. Donc là-dessus, je vous recommande de rejoindre, vous rapprocher des réseaux, des référents techniques régionaux, quoi. Je ne sais pas si ça répond à votre question d'agrément, mais en tout cas, si vous souhaitez vendre la graine et dire qu'elle est végétale locale, oui. Si vous souhaitez vendre la graine en disant bah, c'est juste de la semence que j'ai récoltée, ben, il n'y a pas d'agrément, quoi. Il y a juste une autorisation du récolteur. D'accord, merci. Et est-ce que ça a un coût de passer végétal local? Alors la candidature, elle est en effet, quand c'est pour de la collecte de graines, que ce soit de la collecte de graines lignées ou herbacées, c'est 200 €. 200 € la candidature et ensuite 200 € par an. Et ensuite, si vous êtes producteur, c'est à partir du moment où vous produisez des godets, vous produisez des arbres. Et donc là, si vous êtes producteur, c'est 400 € pour une pépinière. Mais un multiplicateur de semences, c'est considéré comme un producteur vu qu'il fait de la multiplication. En gros, c'était pour inciter aussi des collecteurs qu'il y avait ce barème de 200 € et de 400 € qui avait été fait. Donc, ça ne couvre pas le coût de l'audit qui est financé par l'Office français de la biodiversité, qui est à peu près 8 fois plus cher que ça, puisqu'il y a un audit qui va être réalisé par un auditeur indépendant. Ça met à peu près 1 an la procédure. Les appels à candidature se font en février en général cette année. Ça a été rempli très très vite. Il y a un nombre de places limité. En 15 jours, c'était plein. Et donc maintenant, il y a l'étude des dossiers. Il va y avoir des audits en période de végétation à partir du mois de juin jusqu'au octobre. Et il y a un comité de gestion de marque qui va donner son avis à l'OFB. Comité de gestion de marque qui rassemble les fédérations d'utilisateurs, de producteurs. C'est collégial. Tous les membres du comité de marque sont en ligne, sont consultables sur le site internet il y a l'UNEP, par exemple, qui est présent pour les entreprises du paysage dans le collège
utilisateurs. Et donc, ce comité de gestion de marque va donner un avis à l'Office français de la biodiversité, qui juridiquement est le porteur de la marque. Et ensuite, il y a un contrat qui est signé entre ce candidat. Si ça s'est bien passé, en général, on essaie que le candidat soit le plus près possible. On a peut-être 5% d'échecs par an, malheureusement. Et on essaie vraiment d'avoir des candidats qui sont le plus près possible dans leur connaissance fine du référentiel. L'idéal, c'est de se former quand même. On met en place des formations, on met en place des journées techniques. La traçabilité, les numéros de l'eau, quoi, c'est un référentiel technique exigeant en tout cas. Une question de Timothée dans la conversation, comment adapter ça, donc j'entends l'utilisation des végétaux locaux, et dans quelles conditions, comment adapter ça à la clientèle et dans quelles conditions? Les chefs de chantier en entretien, est-ce qu'un des intervenants ou Damien veut répondre? À mon avis, c'est plus les autres intervenants. Vous êtes plus proche de ceux qui ont plus l'habitude d'en parler avec leur clientèle. Je laisse la parole, je sais pas. Plus adapté. Comment convaincre le client qui a pas forcément, qui connaît pas, qui n'a pas l'habitude. Alors, moi, je veux bien tenter, j'étais pas dans la dans la présentation, mais du coup, c'est par rapport aussi à la volonté des clients. Il y en a qui vont pas forcément avoir besoin de valoriser, la flore, qu'ils ont sur leur site, mais en tout cas, quand il y a des besoins ou des envies, qui visent la biodiversité ou enrichir ou valoriser quoi que ce soit, en général, c'est la première chose qu'on propose et du coup, c'est toujours cet axe de, végétaliser, en indigène ou en végétal local, pour apporter, le reste de la biodiversité, que ce soit les pollinisateurs ou les oiseaux et en général, on commence toujours par proposer cet axe de végétalisation qui apporte ensuite tout le reste du processus de biodiversité. C'est sur la question d'anticipation et tout à l'heure, on voyait vos listes là sur les herbacées, c'est pas forcément évident, hein. Vous atteignez, je sais plus, plusieurs centaines de kilos et du coup et même en tant que groupe, finalement, si vous avez une visibilité sur vos quantités comme ça, est-ce que vous avez déjà envisagé vous-même de faire des contrats de réservation, des contrats de culture pour pouvoir avoir finalement une avance sur le marché? En tout cas, c'est quelque chose ces temps-ci sur votre maillon de la filière où je me demande aussi, et je sais qu'il y a quelques entreprises du paysage en ce moment qui ont pris ce parti de prendre, d'acheter des végétaux avec une telle tension. Ils savent comment ils en auront réellement pour leurs clients qui en demandent. Est-ce que ça fait partie des stratégies envisageables et est-ce que vous arrivez à anticiper, puisque c'est quand même des pratiques des fois qu'on voit la réservation pour la semaine prochaine de végétaux, en tout cas la commande pour le chantier de la semaine prochaine, c'est quand même pas rare dans le marché du paysage. Bon, bah, moi, je peux répondre, mais on n'a jamais eu trop de problèmes d'approvisionnement jusqu'à aujourd'hui. Après, on parle du bassin parisien nord, hein. Donc, bon, après, il y a eu des adaptations parce qu'il y a des végétaux qui sont pas disponibles, donc du coup, on a mis autre chose, hein. Donc, enfin, en s'adaptant et en ayant un peu de flexibilité, on a toujours réussi à s'arranger, même en s'y prenant pas forcément trop en avance. Après, les contrats de culture, bah, nous, si on a la commande en avance, oui, on va faire un contrat de culture. Mais aujourd'hui, les projets, ils sont pas forcément très bien organisés ou l'argent n'est pas fléché tellement en avance. Et donc, on est toujours un peu victime, on est un peu malmené, et donc du coup, on malmène aussi les pépinières sur le fait qu'on a besoin des végétaux rapidement, quoi. Et donc, et nous, c'est pareil, les chantiers, on va toujours de plus en plus vite. Et on est déjà en retard avant de commencer bien souvent. Donc, on est dans un monde où on va de plus en plus vite et on s'organise de moins en moins, j'ai l'impression.
Si on arrivait à moins mal se mener les uns les autres, peut-être que le vivant s'en sortirait mieux, mais ça t'a très récent Ouais. cette image, en effet, le pépinière étant à la fin, au bout de la chaîne, en effet, je vois souvent passer des mails où ils me disent comment on peut travailler dans ces conditions, mais avec des commandes complètement dingues de quantité, comme si on allait les attendre ou attendre je ne sais qui, mais du coup, c'est les maîtrises d'ouvrage qu'on va essayer de sensibiliser, nous, beaucoup avec ce nouveau guide, hein, de changer ce rapport au vivant, et peut-être il y aura des allotissements particuliers, des allotissements dédiés au végétal, mais en tout cas, arriver à parce que là, on ne construit pas une filière sur des bases comme ça. En tout cas, ça ne fonctionne pas, et du coup, c'est une porte ouverte aux fraudes, quoi, tout simplement. Quand on force absolument à avoir du végétal local pour après-demain, bah, il est pas après, je sais que la filière bassin parisien Nord, sur les jeunes plants ligneux, bon, ça va, ça fonctionne, et ça dépend des domaines de filière. Sur les herbacées, je pense que c'est quand même plus tendu sur des grosses quantités, mais voilà. C'est une réflexion à avoir collectivement, et la solution, c'est à nous collectivement, mais surtout au sein du marché qu'il faut qu'elle se construise. Sur des gros projets, on voit quand même beaucoup de contrats de culture, hein. On prend la Bassée, c'est un contrat de culture. La LGV, où Luc avait travaillé il y a une dizaine d'années, c'est un contrat de culture. Le canal Seine-Nord, c'est quand même mis en culture. Donc sur des gros projets qui sont sur entre 3 et 10 ans, oui, on peut faire des contrats de culture, mais la majeure partie des gros dossiers d'infrastructure, on n'a pas autant de vues. Au maximum, on a 1 ou 2 ans, quoi. Bon, ça peut valoir le coup, hein. 1 ou 2 ans, on arrive à faire des jeunes plans, hein, effectivement. Je pense pas qu'il y ait besoin de faire un contrat de Mm. culture. Si vous avez 2 ans, c'est juste une réservation. Oui, En c'est fait, ça. entre 1 ou 2 ans et 1 ou 2 jours dont on était en train de parler tout à l'heure, il y a une grosse différence, quoi. Et des messages pour 1 ou 2 jours pour faire une rocade à Bordeaux avec 30 000 plans, j'en ai encore vu il y a 3 mois, quoi. Et c'est-à-dire, on a besoin de 30 000 plans végétal local pendant 2 jours. Je ne sais pas comment on en arrive là, alors que ce projet-là, on le voit passer depuis longtemps. Je ne citerai pas les entreprises en question, et c'est juste qu'à un moment, il y a des gens qui avaient la possibilité de faire une réservation à un moment adéquat, me semble-t-il, mais que ce sujet-là n'a pas été pris en priorité. S'il y a un message à faire passer aujourd'hui, c'est celui-là. En tout cas, si vraiment vous avez un client qui veut du végétal local, essayez de réserver le plus tôt possible. Alors, je ne sais pas trop d'un point de vue trésor, je ne sais pas trop à quel niveau ça bloque, mais si vous pensez aux libellules qui en profiteront derrière, n'hésitez pas à réserver le plus tôt possible. Comme ça permet de sécuriser aussi les pépinières, sans être un contrat de culture. D'ailleurs, une des plus grosses pépinières du sud là, le commercial me disait non, c'est pas des contrats de culture, c'est des réservations, c'est des engagements de réservation, ce qui fonctionne aussi, quoi. Bien que après les chantiers prennent du retard, et je sais bien que c'est pas évident. Tout ça, c'est en théorie un petit peu, donc je sais que dans la pratique, il faut s'adapter et réagir vite. Est-ce qu'il y a une dernière question? On en reste là? Eh ben, un grand merci à Damien, de nous avoir consacré du temps. Merci à Benjamin, Guillaume, Bruno et Benoît pour leurs interventions. Et du coup, on vous propose de vous retrouver la prochaine fois pour un retour d'expérience sur le génie écologique, le 13 mai, toujours à 17h. Retour d'expérience sur un chantier de génie écologique. Merci encore, Damien, et bonne soirée à tous. Merci, bonne Merci. soirée. Au revoir. Bonne soirée à Merci, tous. au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Merci.